Comment développer l'investissement durable? Vaste question que nous allons tenter de traiter à présent en une quinzaine de minutes dans Enjeux Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts sur le sujet. Alexandre Garel, tout d'abord, chercheur en finance chez Audencia Business School. Bonjour Alexandre Garel. Bonjour. Vous avez mené plusieurs études sur le sujet de l'investissement durable et notamment sur l'aspect comportemental en lien avec les choix d'investissement durable. On va y revenir dans un instant lors de cette discussion. Mais avant ça, nous avons le plaisir d'accueillir également Yvan Chaleil, membre du directoire de la Nef. Bonjour Yvan Chaleil. Bonjour. On échangeait juste avant cette émission, je vous demandais depuis quand existait la Nef et vous me répondiez depuis 1988, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est la Nef qui propose notamment un livret d'épargne, ce qu'on pourrait définir comme le circuit court de l'investissement, c'est-à-dire que vous investissez directement dans des projets, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça fait 35 ans qu'on fait ce qu'on pourrait appeler de la vraie intermédiation bancaire ou de la banque à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne auprès des citoyens, majoritairement les particuliers. Et avec cette épargne, on finance directement par du crédit des projets, sauf que la petite différence, mais qui est énorme au niveau de la Nef, elle est de deux ordres. La première, c'est qu'on le fait en toute transparence. D'accord, on va y revenir sur le sujet de transparence. Voilà, ouais. Chaque épargnant sait ce qui est fait de son argent. Et la deuxième, c'est l'exclusivité des financements, c'est-à-dire que nous n'accordons des crédits qu'à des entreprises ou des collectivités ou des porteurs de projets qui financent, qui veulent une plus-value sociale ou environnementale ou culturelle dans leurs projets, et donc qui sont porteurs d'un sens qu'on veut voir pour la société. Et vous ne financez que ça? On ne finance que ça. Vous êtes donc la personne toute indiquée pour nous expliquer comment développer l'investissement durable, parce que j'ai sous les yeux un sondage qui a été réalisé par Ipsos, donc pour le forum, publié par le Forum pour l'investissement responsable, qui constate qu'une minorité d'épargnants ont entendu parler de l'investissement socialement responsable. Seulement 11% des épargnants en ont entendu parler et 7% seulement investis dans des fonds ISR. Alors, fonds ISR, effectivement, c'est au sens large. Moi, ça me paraît particulièrement peu vis-à-vis des discussions que je peux avoir avec des professionnels de la finance dont on a l'impression que, pour le coup, l'ISR est le sujet du moment. Alexandre Garel, on va peut-être commencer avec vous. Ça vous étonne que aussi peu d'épargnants soient au courant de ce que c'est que l'investissement socialement responsable ? Oui, ça m'étonne. Il faudrait voir les mots utilisés, puisque peut-être si on parle de fonds verts, ça serait plus évocateur qu'un fonds socialement responsable. D'accord. Et je pense que ça recoupe trois problèmes de l'industrie, qui sont la lisibilité des offres, la fiabilité de ces offres et leur efficacité. D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais ce qui peut expliquer que les épargnants ne les regardent pas ou ne les connaissent pas. Donc lisibilité, viabilité et efficacité, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous partagez également, Yvan Chaleil? Oui, je pense qu'il y a vraiment un sujet, c'est qu'une fois qu'on tombe sur ce genre d'offres, on trouve ça évidemment génial. D'accord. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mon épargne peut enfin servir à quelque chose et j'ai de la visibilité sur celle-ci. La question, qui est sûrement le débat d'aujourd'hui, c'est comment on amène ces citoyens qui sont aujourd'hui dans leur banque, on va dire classique, qui, elles, proposent des produits assez classiques, comment on les amène à faire ce pas de côté. Et évidemment, il y a beaucoup moins d'efficacité en termes de communication quand on est des petits acteurs qui faisons de l'investissement durable que quand on est des majors, comme on appelle ça, de la banque et de l'investissement qui sont plutôt sur des actifs beaucoup plus classiques, même si on a tendance à les verdir aujourd'hui. Ah, mais donc du coup, il y a quand même une tendance à verdir. Alors, tout dépend ce que vous entendez par verdir, mais il y a quand même une tendance globalement à proposer de plus en plus d'investissements responsables. Il y a même un aspect réglementaire qui rentre en compte aussi, où maintenant on va demander aux gens leur appétence en matière d'investissement responsable. Tout à fait. Il y a de plus en plus de réglementations qui s'appliquent, mais la réglementation n'est pas toujours très, très contraignante. Ça, c'est un premier point. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, dans ce que l'on appelle, et là je rejoins ce que disait Alexandre Garel à l'instant, dans ce que l'on appelle l'ISR ou l'investissement vert, il y a beaucoup de choses. Et il y a notamment des fonds qui se sont développés sur les 10-20 dernières années qui s'appellent fonds responsables et qui sont des fonds 90-10, comme on les appelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, 100% du fonds est appelé responsable, sauf qu'il n'y a qu'une poche très réduite qui est effectivement investi dans des entreprises solidaires. D'accord. Le reste est investi dans les entreprises les plus classiques du monde. Et on appelle ça un fonds responsable. Donc c'est, je pense, toute cette question de pédagogie et de transparence qui manque aussi
que nous on utilise, mais nous on touche 100 000 ou 150 000 personnes. Et qu'il faudrait peut-être ceux qui touchent des millions utilisent un peu plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sujet de transparence et un sujet de compréhension, c'est-à-dire que quand on veut faire de l'investissement responsable, et que je prends souvent cet exemple d'ailleurs dans l'émission, quand on veut faire de l'investissement à impact, notamment sur un sujet environnemental, que ce soit bien réorienté vers le bon investissement, et c'est là où le bas blesse aujourd'hui, Alexandre? C'est exactement ça, c'est ce que j'appelle la lisibilité. Aujourd'hui, sous le pavillon de l'investissement socialement responsable, on a une multitude d'approches. On a des fonds diversifiés qui sont très proches des indices de référence, avec une surpondération à la marge de certaines actions. On a des fonds qui pratiquent l'exclusion. Donc là, on peut être protégé partiellement du risque fossile en l'excluant. Mais ça, c'est l'effet qu'on doit rechercher. Il y a des fonds vraiment solidaires où on va créer un bénéfice pour des employés, un bénéfice pour l'environnement, peut-être à condition d'un moindre rendement. On peut financer des projets verts via des obligations. On a aussi... Oui, mais donc déjà, là, on ne sait plus quoi choisir. Voilà, on peut financer l'innovation verte avec du risque, du capital risque, donc une vraie prise de risque, par exemple, pour financer des clean tech. Donc on a, sous ce pavillon de l'ISR, on a une multitude d'approches qui répondent à des besoins de financement différents et des pratiques de portefeuille différentes. Vous allez avoir un risque différent, un rendement attendu différent. Donc c'est ça la problématique, c'est que sous ce pavillon, on a une multitude d'approches. Mais donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que aujourd'hui, pour faire en tant qu'épargnant, pour faire de l'investissement responsable ou durable ou à impact, parce que les définitions ne sont pas exactement les mêmes en 2022, il faut presque s'y connaître beaucoup en finance avant de pouvoir commencer à faire de l'investissement responsable, Yvan Chaleil? Alors, en tout cas, j'aimerais ne pas répondre oui à votre question, mais je pense que la réponse est quand même plutôt oui. Mais par contre, c'est vraiment le rôle de chacun d'être vraiment dans cette notion de pédagogie, parce qu'avec un minimum de pédagogie, en expliquant que la finance, elle n'est pas réservée qu'à un microcosme de personnes connaissant les anglicismes et les choses comme ça, à partir du moment où on essaye de démocratiser ça, on rend beaucoup plus compréhensible ces différentes approches. Et j'ajouterais un petit point qui n'est pas abordé là encore, mais il me semble qu'il faut aussi, et en tout cas nous, c'est notre rôle à la Nef, essayer aussi d'être dans une forme un petit peu de radicalité aussi dans le message. C'est-à-dire que je pense que si on veut continuer avec exactement les mêmes schémas qui gouvernent depuis des dizaines d'années, tout en se disant qu'on peut avoir les mêmes TRI, la même façon d'aborder les choses, mais qu'en plus ce soit ouvert, moi je dis que c'est pas possible. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Il y a un moment où il faut être capable d'accepter un rendement extra-financier, c'est-à-dire le plaisir et l'intérêt de savoir ce qui a été fait de son argent, même si la rémunération financière elle est un peu plus limitée. Il faut être capable d'accepter ça. Et si on accepte ça, du coup ça ouvre beaucoup de portes en fait. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu bloqué parce que c'est plutôt les acteurs classiques qui nous mettent un petit peu de vert, donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing aujourd'hui quand même pour beaucoup, en tout cas c'est mon avis, et qui font passer ça pour l'investissement vert et qui promettent quand même 8, 10, 12 ou 15% de TR. Mais ça veut dire, et justement je rebondis sur le sujet de la performance, ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est que dès qu'on a de la performance, c'est du greenwashing? Non, pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées et qu'on peint en vert, même s'il y a très peu de vert. Par contre, ce que je veux dire... Ce que vous appeliez les 90-10, par exemple. D'accord. Par exemple. Mais si vous épargnez dans une banque éthique telle que la Nef, la rémunération de quelques centimes, c'est pas ça qui vous rendra riche. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, de toute façon, c'est pas non plus avec votre livret A ou autre chose que ça vous rendra riche. Mais par contre, sur les dernières années, moi, j'ai vu quand même passer beaucoup de projets, verts ou moins verts, où on promettait des TRI très importants, alors même que l'inflation et les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. Et je dis que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, mais c'est intéressant, Alexandre Garel. Avoir de la performance sur un investissement, alors moi je dis durable ou à impact parce qu'effectivement il n'y a pas que vert, parce que vert ça sous-entend que c'est climatique ou environnement, mais c'est de la poudre aux yeux comme le dit Yvan Chaleil. Ça revient à la démarche. D'accord. Si vous arrivez à identifier un sous-ensemble d'entreprises qui sont les vainqueurs de l'adaptation à un monde en transition énergétique, si vous identifiez un sous-univers d'entreprises qui sont les porteurs des solutions pour réduire les émissions carbone, un portefeuille comme ça pourrait générer de l'alpha, pourrait à la fois cocher la case verte et générer une surperformance. Maintenant, si votre portefeuille vert vous rapporte exactement l'indice de marché, c'est sûrement qu'il est très très proche au niveau pondération de l'indice de marché. D'accord. Et c'est sûrement qu'il ne va pas y avoir une grande différence en termes de création de valeur extra-financière. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez les meilleurs élèves de la classe dans votre portefeuille que vous allez transformer les mauvais élèves. C'est deux démarches tout à fait différentes. Donc j'en reviens à mon cheval de bataille qui est identifier le besoin de l'épargnant. Est-ce qu'il veut générer de la valeur extra-financière? Est-ce qu'il veut prendre moins de risques environnementaux ou sociaux?
Est-ce qu'il veut essayer de faire de la surperformance? Voilà, ça dépend de son besoin, l'approche qu'il va adopter dans cet univers ISR. Alors justement, moi je trouve intéressant de parler également de comportement d'épargnants avec vous deux. Messieurs, on va commencer avec vous, Alexandre Garrel. Vous avez publié plusieurs études sur le sujet. Il y en a une que je trouvais très intéressante, c'est que vous constatez que dans un environnement maussade, pas forcément économique, mais où en tout cas lorsque un épargnant est d'humeur, j'ai envie de dire triste ou maussade, vous allez peut-être me reprendre sur le terme exact, on est plus enclin à investir dans de l'investissement responsable. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Alors, je vais préciser le contexte. On regarde dans 25 pays différents. On se sert des taux de dépression saisonnière. En fonction des variations des saisons, il y a plus ou moins de dépression. Ça culmine en septembre. Il y a beaucoup moins de dépression en mars, par exemple. Et on lit ces variations saisonnières d'humeur moyenne dans la population au flux d'argent qui vont vers les fonds qui ont des très bonnes notes ESG par rapport aux fonds qui ont des très mauvaises notes ESG. Et on observe que quand l'humeur diminue, il y a plus d'argent qui va vers les fonds à très bonne note ESG. D'accord. C'est surprenant, puisque nous, on pensait un peu naïvement que c'est lorsque l'humeur moyenne s'améliore que les gens sont plus heureux et ont des comportements prosociaux et altruistes, et alors qu'ils vont commencer à penser aux bénéfices pour autrui, la communauté, l'environnement. Et comment on l'explique du coup? Nous, notre explication, elle se base sur l'aversion au risque, qui est quand même, encore une fois, l'industrie financière voit énormément les sujets environnementaux et sociaux à travers le prisme du risque. Et aujourd'hui, des risques dominants, qu'on le veuille ou pas, ce sont des risques environnementaux et sociaux. Donc si vous investissez dans des fonds qui ont des fortes notes ESG, vous vous prémunissez de risques environnementaux et sociaux. Et donc, nous, notre interprétation... Et donc, il y a un biais psychologique de se dire, j'investis pour un lendemain meilleur, par exemple? Ah non, le biais psychologique est le suivant, c'est quand vous êtes maussade, vous avez une vision pessimiste du futur, vous êtes plus averse au risque, et vous allez avoir tendance à choisir des produits financiers moins risqués. D'accord. Et il se trouve que dans un univers où le risque environnemental et social devient prédominant, les produits ISR peuvent paraître moins risqués. Il y a une autre étude que j'aimerais mentionner très rapidement où vous faites le constat que lorsqu'on est gérant de fonds, tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même un impact, mettons de la transition climatique, pour prendre cet exemple-là, on est moins enclin à faire évoluer ses investissements. Alors, on a fait une série d'études, une sur des dirigeants d'entreprises listées américaines et une autre sur des gérants de fonds américains. Et on constate que quand ils ont été exposés à des chaleurs fortement anormales pendant une période assez longue, on observe un changement de comportement. Ça peut être une plus forte réduction des émissions au niveau des entreprises ou ça peut être un plus grand soutien aux propositions environnementales pour les gérants de fonds. Et ça, ce n'est pas des trouvailles tellement étonnantes puisque c'est en lien avec une littérature sur le changement climatique qui montre que malheureusement, ce n'est pas en lisant le rapport du GIEC ou en recevant des informations diffuses sur l'état de la température globale dans le monde qu'on fait évoluer les comportements. Vivre dans sa chair le réchauffement climatique est un moteur puissant de changement des comportements. Yvan Chaleil, ça veut dire qu'il faut, assister au changement climatique pour faire de l'ISR? Il faut être vraiment dos au mur, mais dans sa chair pour que ça change. J'allais dire, nous, on a une petite chance dans ce petit milieu, mais qui fait peut-être que quelques centaines de milliers ou un million de personnes qui sont engagées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu justement d'être les incendies de l'été ou des choses comme ça pour vouloir changer le monde ou pour penser en tout cas que le monde doit changer ou être en transition. Et c'est vrai que nous, c'est sur les 10 dernières années, le nombre d'épargnants a cru de façon très très importante parce que pour eux, la génération climat, le risque climatique ou ces choses-là, c'était déjà très important en 2010 sans avoir eu besoin d'avoir l'été. Et justement, depuis le début du mois de septembre, vous avez vu une évolution par rapport à ce que vous aviez avant ou En fait, encore une fois, on est sur une croissance qui est très forte depuis 6 ans et donc il n'y a pas eu spécialement... D'accord, il n'y a pas eu d'effet prise de conscience, voilà, par exemple, qu'on aurait pu imaginer. Oui. Pas spécialement, mais on pense que là, avec l'automne, ça va arriver parce qu'effectivement, comme le dit Alexandre... L'humeur va être maussade. Les messages se multiplient et l'humeur va être maussade. Et peut-être côté dirigeant, parce qu'on a évidemment plusieurs milliers de clients professionnels qui sont ceux qui font les crédits. Eux, c'est plutôt que l'humeur ou des choses comme ça, c'est vraiment l'envie d'avoir de la cohérence entre le projet qu'ils portent et l'argent. C'est-à-dire que quand je porte un projet d'énergie renouvelable, ça me pose un problème que je n'ai aucune idée d'où vient l'argent que j'emprunte et il a peut-être été dans une banque classique. Oui, je comprends. Oui, bien sûr. Un peu n'importe quoi. Voilà. Donc il y a vraiment cette recherche de cohérence et donc d'aller au bout. Et donc là, il y a moins de fluctuations liées à des saisons ou des choses comme ça. Et on finira là-dessus rapidement. Ouais. Ce propos. Les déterminants qu'on identifie, bien sûr, ils sont de second ordre par rapport aux valeurs morales des personnes, leurs préférences politiques. Bien sûr. Oui. Voilà, je veux dire, le fait, parfois, que ça peut donner une bonne image de soi aussi de faire ces investissements. Voilà, il y a plein de déterminants autres que faire l'expérience dans sa chair
du réchauffement climatique. Et on finira là-dessus malheureusement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. Merci également Yvan Chaleil, membre du directoire de la NEF, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.